Petit résumé de la session précédente. Donc nos 4 aventuriers se sont retrouvés quelque peu à court d'argent dans le royaume de Dossard et ont accepté 2 quêtes. L'une, aller chasser un camp de bandits, l'autre, sécuriser une forteresse pour des érudits. Le camp de bandits a été exterminé en bonne et due forme lors de la session précédente, et ils ont donc pressé le pas en direction de la forteresse. Après un petit peu d'exploration, les voici arrivés dans le sous-sol, dans un entrepôt visiblement aménagé pour faire quelque peu de contrebande. Et ils étaient donc sur le point d'engager le combat avec les malfrats présents sur place. Donc vous faites irruption dans ce stock. Vous voyez qu'il y a pas mal de marchandises quand même. Un certain nombre qui vous obstrue d'ailleurs partiellement la vue. Mais vous savez que vous avez été repéré. La personne que dans un premier temps vous avez berné, qui vous a laissé rentrer, et l'épéiste que vous voyez devant vous à gauche, en entrant. Vous voyez qu'il n'est pas seul. La plupart des gens sur place sont armés ou à minima portent ce qui semble être des bâtons de mage. Mais vous voyez que, au vu du cri d'alerte de la personne qui vous a fait rentrer, tous se sont préparés au combat. Très bien. Dans un premier temps, en même temps que vous rentrez, je vais d'abord tous vous demander un jet de perception. Un des 100 pour ceux qui n'ont pas la statistique, et ceux qui l'ont, vous avez le bonus. Oh, qui a fait 100? Pour moi, j'ai pas encore lancé. Ça arrive. J'ai une belle patate derrière. Moi, de toute façon, à droite, je vois rien parce qu'il y a des trucs devant moi. Et à gauche, pareil. Très bien. Au final, Casca, toi qui rentres en première, qui a berné l'âme au démarrage, tu as un champ de vue plutôt dégagé. Solange, tu la suis de peu, c'est pareil. Et les 2 autres, Melba, à cause de ta petite taille et des différents obstacles devant ta vue, tu ne vois pas grand-chose. Zéphyr, toi tu rentres précipitamment et tu te retrouves avec la torche devant les yeux, ça t'éblouit quelque peu l'espace d'un moment. Casca et Solange, vous remarquez quelque chose. Alors que les gens se préparent tous au combat, vous voyez un homme, ici au fond, qui lui, à l'inverse des autres, part essayer de se mettre à l'abri le plus loin possible de vous dans la pièce. Il ne semble pas porter d'armes. Le combat va s'engager. Je vous demanderai simplement de me donner l'ordre des tours pour lesquels va se dérouler le combat. Donc, je vais y aller en premier. On fait comme le premier combat. Sinon. Oui. Donc, Casca, Zéphyr, Ouais. Solange et Melba. Casca. Je vais charger ce gars-là et je me dis que si c'est planqué, c'est potentiellement le chef et que si je l'ai tout de suite, en fait, les autres ils vont peut-être se calmer. C'est ma stratégie à moi, dans ma tête à moi. Très bien. Fais-moi le jet pour ta compétence, s'il te plaît. Chargé! Oui. Tu t'élances, tu traverses la pièce, tu passes à côté de ce soldat ici, tu vois, qui était en train de dégainer une arme similaire à la tienne, donc un grand espadon. Ok. Il n'a pas le temps de réagir. Ses camarades autour, pareil, en fait, s'attendaient pas à un tel mouvement de ta part, visiblement. Tu te retrouves face à cet homme, tu vois qu'il porte une sorte d'habit d'érudit, tu vois qu'il porte l'emblème, enfin un emblème, en tout cas, dans l'immédiat, tu saurais pas forcément le reconnaître. Et tu le vois te regarder, en fait, parce qu'il t'entend hurler, donc il s'est retourné, forcément. Tu vois qu'il essayait de se cacher, en fait, entre l'armoire et la sorte de bibliothèque, là. Ouais. Et il te voit charger, et tu vois la terreur dans ses yeux. Est-ce que du coup je peux quand même utiliser mon balayage, mais pas forcément pour faire de dégâts, pour le foutre par terre, pour pouvoir le maîtriser après? Tu peux essayer, et tu vas taper, en fait, avec le plat de ta lame, en maîtrisant un minimum ta force. Donc, mais fais-moi ta compétence. T'as 100% de chance de réussite, c'est ça, sur ta compétence, avec ton niveau? Donc, tant que c'est pas un échec critique, ta compétence est réussie. Parce que tu brises l'armoire ici, au passage, tu frappes l'homme sur le flanc, tu l'envoies voler contre la bibliothèque, tu vois quelques bouquins qui lui tombent dessus, tu vois l'homme qui reste au sol en se tenant le flanc de douleur, et tu l'entends supplier difficilement, tu sens qu'il a un peu du mal à respirer, et
Tu es pas combattant. Tu as pas fait du bien et tu te doutes avec ton expérience qu'il se relèvera pas, quoi qu'il arrive. Ensuite, Zéphyr, c'est à toi. Alors, j'aurais quelques petites questions sur Oui. l'environnement. On est d'accord, les tas qui sont devant nous, c'est des gros tas qui nous empêchent de voir derrière. C'est ça, c'est en fait c'est une pile de sacs de grains qui monte à 3 mètres de haut à peu près. Ici aussi. Ici, ça monte un peu plus haut. Ce sont des tonneaux de... Et ici. Ici, ça monte un petit peu moins haut. Les tonneaux sont plus petits, mais ça monte bien à 2 mètres. Ok. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai en visu finalement là où je suis actuellement? Alors, Donc, tu est-ce que tes distingues, dimensions- étant donné que c'est une forme pyramidale ici, tu distingues l'homme avec son épée ici, tu distingues le mage là, Mhm. tu vois qu'il y a quelqu'un ici, mais tu vois simplement en fait, le haut de sa tête et un bout de son épaule. Mhm. Par contre, tu vois le mage, pareil, qui regardait ici, qui est en train de se tourner vers vous, bien évidemment, mais tu sais que les mannequins risquent de te gêner, t'as les mannequins entre toi et lui. Bien sûr. On est d'accord, je rejoins une sorte de mage ou en tout Oui. cas un personnage. Ok. Tout à fait. Bah, Pour du toi, coup, c'est... j'aimerais- Tu identifies clairement un mage. Il a un bâton, il a une robe de mage. Pour toi, c'est un combattant. Et puis tu vois qu'il a l'air de se préparer en vous voyant faire irruption dans la pièce. Ok, eh bien, j'aimerais profiter du fait que je possède ma compétence permettant de courir tout en tirant, sans avoir de malus particulier, pour faire un tir précis sur ce dernier, sur le mage, tout en essayant de courir jusqu'à là. En fait, vraiment, j'y vais, je lui mets une flèche en y allant, et ensuite je me cache à ce niveau-là. Alors à ce compte-là, fais-moi le jet de ta compétence. Je suis à 85 pour le réussir. Très bien. Donc, ta compétence passe. Maintenant, fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît, pour la précision. 33. Tu tires ta flèche en même temps que tu t'élances pour te repositionner. Au moment où ta flèche fait mouche, toi, tu es déjà derrière les tonneaux, donc tu n'as plus le visuel. Mais Bien tu sûr. sais que tu as touché au cri de l'homme au moment où ta flèche le touche. Est-ce que tu peux me faire ton jet de dégâts, s'il te plaît? Un des doigts, pardon. Plus 34, ça fait 45. Les autres, vous voyez l'homme qui prend la flèche plein thorax, qui hurle, qui s'écroule, qui met un genou à terre. Il semble pas mort, mais vous le sentez très gravement blessé. Solange, c'est à toi. Lui, il a l'air de venir vers moi ou pas? Oui, lui, en fait, Mm. tu vois qu'il finit de dégainer son espadon, et voyant que Casca est passé et qu'elle est à l'autre bout de la pièce, tu vois qu'il s'est retourné vers vous, et que clairement il a l'intention de venir vers toi. Dans ce cas-là, je vais essayer de l'éliminer d'un coup. Alors Mhm. déjà, je prends ma posture tranchant. Très bien. Du coup, je vais essayer de faire ma compétence élimination. Lance-moi ta compte. Fais-moi ton jet de dextérité pour le toucher, s'il te plaît. Tu t'approches, tu profites du fait que son arme est plutôt encombrante, qu'il a perdu un peu de temps à regarder Casca passer, et tu le frappes avant qu'il ait le temps d'esquiver ou de bloquer. Est-ce que tu peux me faire ton jet de dégâts, s'il te plaît? Tac, alors 13 plus maniabilité 15, plus 12. 28. Ça- Donc tu frappes l'homme, tu arrives à attraper un défaut de l'armure, mais tu vois qu'il est en armure de plate, donc relativement épaisse. Donc clairement, tu le blesses aussi gravement, hein. Tu l'entends, pareil, tu entends un cri de douleur, tu vois que tu le fais saigner, mais son armure lui a permis de survivre au coup. Melba, c'est à toi. Oui, tout à fait. Pour m'enlever de la vue des deux qui sont là. Oui. Et vu que j'ai que Zéphyr en vue et que c'est un archer, c'est pas non plus un sac à PV, je vais tenter de lui mettre une protection. Très bien. Fais-moi ton jet de Très bien. compétence, s'il te Surtout plaît. avec l'action que je souhaite faire après. J'ai 85% de chance de réussite. Melba va-t-elle réussir un jet extraordinaire? Bravo! Un bon jet, ouais. Ouais. Tu lui as fait une bulle, c'est ça? Donc c'est une bulle de protection qui va réduire de 30% les dégâts. C'est une bulle qui va persister tant que tu n'auras pas reçu de coup, Zéphyr. C'est au tour des adversaires. Melba, tu sens quelque chose, toi qui es mage, qui plus est qui est mage d'eau, tu sens que l'homme qui était blessé au fond, gravement, tu le sens incanter quelque chose,
et tu reconnais instinctivement cette magie, cet arcane, c'est le même que le tien. Et tu sens qu'il est en train d'essayer de se soigner de sa blessure, du moins minimum. Et tu vois une pluie fine qui commence à tomber dans la pièce. C'est pas bon. Les pays qui Bon, j'ai étaient rien. ici courent, se précipitent pour venir à votre corps à corps. Étant donné qu'il y a les tonneaux qui les gênent, il est obligé de faire plus de chemin, de faire un peu de détour. Il ne vous frappera pas ce tour-ci. Melba, tu vois un homme Je vois en la armure de cuir clouté, avec une épée à une main, et Je vois la mort approcher. c'est un peu l'idée. Tu sens que, voilà, il a choisi la cible la plus proche qu'il avait. Il se trouve que c'est toi. Casca, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un jet de perception? Tu as le réflexe de comprendre qu'il se passe quelque chose, en fait, avec un changement de luminosité, en fait, au niveau des murs que tu regardes, avec l'homme au sol. Tu regardes derrière toi et tu vois cet homme, ce mage là, qui est en train visiblement de préparer ce qui semble être un sort de feu, parce que tu vois des flammes commencer à émaner de sa main. Donc, et tu vois qu'il te lance une boule de feu dessus. Est-ce que tu peux me faire ton jet de dextérité, s'il te plaît? Comme tu l'as vu préparer à temps ce sort, tu as une chance de l'esquiver. Malheureusement, tu ne réagis pas à temps. Tu t'écartes légèrement, mais tu prends la boule de feu dans le bras. Boule de feu qui t'inflige 16 de dégâts arcaniques. Ton armure aujourd'hui ne bloque que les dégâts physiques, D'accord. c'est une armure Ça de base. marche. Et ta résistance arcanique, c'est réduit de 2 les dégâts que tu subis pour 5 points dans la Oui, statistique. c'est vrai, tout à fait. Donc étant donné que tu as 14 dans ta résistance arcanique, tu réduis de J'ai 4 les réfléchi. dégâts. Donc tu subis 12 de dégâts. Tu ressens une vive brûlure sur le bras. Ok. Comme tu t'es retourné et qu'il était le premier à jouer, tu vois un homme ici avec une épée et un bouclier qui s'approche de toi et qui essaye de te frapper également. Si je peux me faire un jet de dextérité pour éviter son coup. Donc tu profites du mouvement que tu as initié pour essayer d'esquiver la boule de feu pour continuer et tu vois l'épée qui te passe à côté. Tu vois l'autre homme ici qui lui, pareil, te court dessus. Et tu le vois qu'il va essayer de te donner un coup d'estoc en visant ton torse. Refais-moi jet de dextérité, s'il te plaît, pour esquiver son coup à lui. De la même façon, tu esquives de peu, tu vois la lame qui vient grincer sur ton armure, qui laisse une rayure, mais tu t'en sors indemne. De ton côté, Solange, l'homme avec l'espadon, va essayer de te frapper, puisque tu es celle qui l'a attaqué, qui est à ton corps à corps, et tu vois qu'il lève son espadon au-dessus de sa tête pour essayer de l'abattre sur la tienne. Fais-moi ton jet de dextérité aussi, s'il te plaît, pour l'esquiver. Alors j'aimerais bien, mais mon Roll20 me fait un écran noir. Chris il va le faire pour moi et Vas-y. j'essaye de... Essaye de recharger en même temps. C'est pareil, tu profites de la blessure que tu lui as infligée et de ta rapidité naturelle en tant que sabreuse pour esquiver son coup et te retrouver légèrement sur son flanc. Les ennemis ont terminé leur tour, c'est à vous. Casca, tu es la première à jouer. Alors moi, je vais faire un balayage devant Ouais. moi pour essayer de dégager les deux qui sont en face de moi. Fais-moi le jet pour ta compétence. Paf. Compétence. Très bien. Ça n'est pas un échec critique, donc ça réussit. Fais-moi maintenant tes 2 jets de dextérité, s'il te plaît, un pour chaque ennemi. 8. Donc, les deux qui s'étaient beaucoup rapprochés de toi et en fait comptaient profiter du fait que tu avais le dos tourné, se retrouvent coincés, in fine, maintenant un peu devant toi, et se gênent pour esquiver. Tu arrives à toucher les deux. Si je peux me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. Très bien. Et le C'est violent. deuxième. Donc, tu frappes de toutes tes forces. Tu vois l'homme ici qui bloque en partie le coup avec son bouclier, mais ça lui empêche pas, en fait, que ta lame ripe dans le mouvement et vienne lui lacérer le torse. Tu l'as blessé. Tu vois qu'il est pas encore mort, mais tu l'as blessé gravement. L'autre, en revanche, en fait, dans le mouvement, tu vois qu'il essaye de s'écarter. Manque de chance, tu lui attrapes directement le coup. Tu vois l'homme qui s'écroule, la tête d'un côté, le corps de l'autre. Voyant leur camarade effectivement s'écrouler, tu vois le mage de feu qui commence à avoir un léger mouvement de recul, mais tu vois qu'il reste prêt au combat. Mais qu'il a pas l'air d'avoir très envie de s'approcher. Zéphyr, c'est à toi. Est-ce que du coup je peux courir ici et décocher ma flèche sur lui? Ça c'est possible.
Eh bien alors fais-moi juste ton jet de dextérité s'il te plaît. Est-ce que je peux faire un tir triple mais sur la même personne? Oui, c'est possible. Ok, bon, je vais faire ça. Je vais le terminer. Eh bien, fais-moi du coup tes 3 jets de dextérité. J'en ai lancé un ou pas? Ouais, j'en ai lancé un. Merde. Oula, On retire le dernier. très bien. Il a eu un misclick. Donc, ça fait 45, 56 et 45. L'homme étant gravement blessé, ayant son attention surtout concentrée sur la première flèche que tu lui as mis dans le torse, bien qu'il essaie de se mettre à couvert derrière les quelques caisses qui sont autour de lui, les 3 flèches font mouche et tu l'achèves. Et au moment où il pousse son dernier soupir, tu vois cette bruine qui avait commencé à tomber dans la pièce qui s'arrête. Puis Melba, bon courage. Merci pour ta bulle. Solange, c'est à toi. Bah, je vais essayer de le finir là, il me résiste un petit peu encore. Et du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais lui dire, mais tu vas crever, oui. Et puis je lui remets un coup en essayant de taper là où j'ai déjà tapé avant. Ça va être une belle entaille. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Tu fais une attaque simple? Ouais. Très bien. Ça va aller, pardon. Tu profites de la blessure que tu lui as déjà infligée, de l'angle légèrement sur son flanc que tu as pris en esquivant sa propre attaque. Et tu remets un coup là où du moins tu essaies de remettre un coup là où tu l'as déjà blessé, là où tu as déjà endommagé légèrement son armure. Tu ne touches pas tout à fait au même endroit. Cela dit, tu mets quand même un très violent coup. Est-ce que tu peux me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît? Yes. 8 plus 15. Donc, tu sens ton arme gênée par l'armure de plate. Mais avec la blessure que tu lui as déjà infligée, il s'écroule. Tu sais pas s'il est inconscient et qu'il va mourir sous peu ou si tu l'as tué sur le coup. En tout cas, il est hors combat. Melba, c'est à toi. Tu vois ton camarade archer qui a profité que tu faisais écran entre l'épéiste et lui pour se faire la malle. Et tu te retrouves face à cet épéiste, donc pareil en armure de cuir clouté, épée longue en main. Tu vas devoir quand même faire attention à ce qu'il va vouloir faire quand tu vas te déplacer. Tu pourras pas aller aussi loin que Zephyr, surtout que tu as des plus petites jambes. Donc tu pourras reculer jusqu'au coin du tas de tonneaux, ici pas beaucoup plus. Passer quand même et faire lancer une compétence ou pas? Oui, tu pourras. Non, mais en Et, vrai, tu la parce que du coup, tu l'emmènes vers moi, il y avait tes petites tailles, mais pouvoir lui tirer dessus. Ah, bien sûr. Ouais. Je vais lancer une plus bénéfique. Fais-moi le jet pour ta compétence, s'il te plaît. Pour un 15% de chance de réussite. Donc, vous remarquez cette bruine qui avait cessé dans la pièce qui recommence. Sauf que là où la précédente, à part vous humidifier, ne faisait pas grand-chose, vous sentez que elle va vous aider à vous sentir légèrement mieux au fur et à mesure du temps. Si Melba survit au tour prochain. Sinon, c'est juste une pluie de merde qui arrive, qui repart, qui arrive, qui repart. C'est ton adversaire. Melba, tu vois ton adversaire qui te suit de près et qui a clairement décidé de te frapper. Tu vois qu'il essaye de profiter de ta petite taille pour mettre un coup à l'horizontale et qu'il vise ton cou. Ah, mais non. Ah, je me baisse. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Ah, j'ai fait combien en vrai? Tu fais 88. Eh ben, ça me fait 83. Donc, J'ai glissé sur ma pluie. tu vois l'homme qui arme son cou et tu le sais, t'as de l'âge, t'as un peu d'expérience. Tu essayes de te laisser tomber pour l'éviter, mais tu sais que tu n'auras pas le temps. Tu fermes les yeux dans l'attente de la douleur prévisible, mais tu entends un clonk et tu vois que ton adversaire a mal calculé le tonneau là et vient de frapper sa lame dans le tonneau. Chais. Tu te dis que tu as eu de la chance. Beaucoup de chance, oui. Tu es pas sûr que ça se reproduise. J'ai eu de la chance, mais j'ai essayé de me baisser, je me suis fait mal au dos. Ah putain. Honte de merde. Ça se passe bien, Melba? Eh, toi, tu vas voir. Casca, tu vois l'homme que tu viens de frapper, à qui tu viens d'abattre, le compagnon, qui semble vouloir en finir avec toi, et tu le vois qui se jette sur toi, bouclier en avant, et son épée devant, qu'il veut visiblement
prendre appui avec son bouclier pour t'empêcher d'esquiver ou de bloquer et en profiter pour te transpercer. Vas-y, fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. 82. Donc tu essayes de faire une roulade pour l'éviter. Alors, ça t'empêche à minima de te retrouver écrasé par son poing. Par contre, tu n'arrives pas à esquiver son arme qui vient te lacérer le flanc et qui t'inflige 15 de dégâts physiques. Ça commence à te tendre un petit peu. Ah oui. Oh oui, ça m'entend. Tu as mal au bras, cette brûlure qui te gêne dans l'armure. On vient la rayer puis t'entailler. Tu sens le berserk qui commence à remonter. Alors que tu te relèves, tu vois que le mage de feu semble finir d'incanter quelque chose et tendre son bâton dans ta direction. Tu vois un cône de flamme qui sort de ce bâton. Et malheureusement, au vu de ta position et de ce que tu viens de subir, tu sais que tu pourras pas esquiver celui-ci. Tu te retrouves donc pris dans ce feu, ce cône de flamme, entièrement. Alors tu vois que c'est principalement ton torse, tes jambes, et tu subis pour l'instant 10 de dégâts arcaniques. Et tu vois que le mage a l'air de maintenir son sort. Tu sens, pour le coup, la brûlure que tu avais sur le bras qui commence à se répandre dans tout ton corps. Les autres, donc, vous entendez Casca qui hurle. Vous savez pas si c'est de rage ou de douleur. Possiblement un peu des deux, maintenant que vous commencez à la connaître. C'est à vous. Casca, tu es donc dans ce cône de flamme avec un homme en armure, épée, bouclier sur ton flanc. Qu'est-ce que tu fais? Clairement, je vais essayer de me dégager du cône de flamme en chargeant le mec au bouclier. Quoi. Très bien. Fais-moi ton jet pour ta charge. Tu charges. Allez, pas me chercher. Hein. Toujours en hurlant. Tu vois, pareil, l'homme au bouclier qui s'attendait pas forcément à ça. Donc tu bouscules légèrement sur ton passage. Mais tu te retrouves hors du cône de flamme. Jusqu'où tu vas aller avec ta charge? Je vais me mettre juste derrière lui en fait. Ok. Donc tu te retrouves hors de ce cône de flamme. Et plus ou moins dans le dos de cet homme-là. Donc qui a commencé à se tourner en même temps que tu l'as bousculé, bien évidemment. Tu peux lancer ton balayage. C'était ton déplacement. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Donc tu vois l'homme qui, comme il est déséquilibré, peut pas esquiver à proprement dit, mais tu vois que sur ton balayage, il lève son bouclier. Ta lame heurte lourdement ce dernier. Et tu vois le bouclier qui vole en éclats sous le choc. L'homme a pas pris plus de dégâts que ça. Tu vois que son armure a encaissé le reste du choc. Mais son bouclier, il pourra plus utiliser son bouclier pour se défendre. Tu vois qu'il a fini de reprendre son équilibre et qu'il s'est tourné vers toi. Zephyr, oui c'est ça, Zephyr, c'est à toi. Alors, je suis pas trop un connard. Pas trop. Pas trop. Du coup, pas trop. C'est nuancé, c'est bien. Si c'est possible, en fait, j'aimerais attendre l'action de mes pas pour tirer sur le roc qui le poursuit en fait. En fait, je cours, je prends de la distance quand même et me préparer, faire un tir triple dès que le rogue, en fait, ce monstre pour attaquer Melba. Chez critique, tu vas tuer la naine. Hein. Oui, et en plus, pas petit, donc profite de l'avantage. Retarde ton action, cela dit, tu prépares ta compétence, donc fais-moi déjà le jet pour ta compétence, s'il te plaît. Okay. Et puis si j'arrive pas, juste un tir En normal. fait, t'as essayé de préparer ta compétence. Ouais. Comme c'est un échec, il faudra attendre le prochain tour avant de pouvoir tirer. Bon, Solange, c'est à toi. Je vais aller continuer ma chasse par là-bas, mais d'abord j'essaie de donner un coup vite fait au mec pour savoir s'il est vraiment mort. Donc, tu retires ta lame, en fait, tout simplement, du coup que tu as mis, l'homme s'est écroulé, et tu mets un petit coup de pied pour voir s'il y a une quelconque réaction, tu vois que il y en a pas. Même si par hasard il vit encore, il pourra pas se relever et être en état de combattre avant des jours. Facile. Ouais, alors je vais directement essayer d'aller à dos du magicien pour essayer de prendre par surprise si possible, vu qu'il doit être concentré peut-être sur Casca. Alors effectivement, tu te tournes, tu vois ce mage de feu en fait qui tient son bâton devant lui avec un cône de flamme qui en sort. Tu vois dans l'action en fait Casca qui charge en dehors de ce cône. Tu vois que son armure elle a commencé à rougir légèrement à certains endroits. Tu peux effectivement essayer de venir te glisser dans son dos
Alors, je vais d'abord te demander un jet de dextérité, savoir si tu arrives à t'approcher suffisamment discrètement pour qu'il ne te remarque pas. Si c'est le cas, il n'aura pas d'opportunité d'esquiver ton coup. D'accord. Tu t'approches, et malheureusement, tu vois que il restait quand même conscient de ce qu'il y avait autour de lui, et tu vois qu'il se tourne légèrement vers toi, qu'il t'a remarqué. Par contre, ça a pour conséquence de lui faire stopper son jet de flamme au niveau de son bâton, puisqu'il est obligé de se tourner vers toi et qu'il a bien compris que tu allais t'en prendre à lui. Par contre, ça t'empêche pas d'essayer de le frapper. Donc fais-moi un jet de dextérité, du coup, pour savoir s'il arrive à t'esquiver. Donc, tu vois l'homme qui, te voyant approcher, en fait, essaye de s'écarter, et au moment où tu mets ton coup, tu le vois qui essaye de sauter sur sa gauche, sauf que là où il n'a pas fait attention, c'est que sur sa gauche, quand il est face à toi, il y a une bibliothèque. Et tu le vois qui tape contre la bibliothèque, tu vois un regard horrifié quand il comprend l'erreur qu'il vient de faire, et tu abats ton épée lourdement en travers de son torse. Tu peux me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. Donc tu le frappes. Pour le coup, contrairement à ton adversaire précédent, c'est un mage en armure de tissu. Tu as un katana extrêmement effilé, tu n'as aucun mal à traverser son armure. Et tu le tues sur le coup. Ok. Hop. C'est bien. Donc, tu vois l'homme qui s'écroule lourdement au sol. Melba, c'est à toi. Melba, viens. Viens ici. Alors, je vais faire quelques pas parce que vu que j'ai eu du mal à me baisser, je vais avoir du mal à me relever. Ton âge n'aidant pas. Placer globalement comme ça. Voilà. Je vais faire une bulle d'eau, mais comme il y a la plus bénéfique qui est activée, normalement la bulle se met sur tout le monde. Alors, et voilà. Donc vous voyez tous apparaître autour de vous une sorte de fine pellicule. Zephyr, il a 2 bulles du coup. Non, Zephyr, ça ne cumule pas avec celle qu'il avait déjà. Ah. C'est donc aux adversaires restants de jouer. Le premier étant cet épéiste qui semble plutôt frustré d'avoir loupé Melba sur son premier coup. Et qui va réitérer. Sauf que là, il a retenu la leçon des tonneaux et il va simplement mettre un coup de haut en bas. Ouais, surtout que là je l'ai dans le dos, hein, donc je vois rien du coup. Tu sais qu'il arrive, tu l'entends arriver, donc tu peux essayer de faire une esquive. Cela dit, t'auras un léger malus. Oui. Malheureusement, l'homme, pour le coup, a retenu sa leçon. Et tu sens le métal froid de son épée qui vient te déchirer le dos. Tu subis, en comptant la bulle du coup qui se brise sous le coup, et la réduction de dégâts, tu subis 15 de dégâts physiques. Alors, non, sans compter tes réductions d'armure. Donc là, c'est ton torse, c'est ta valeur de torse qui va s'appliquer. Et en comptant, du coup, ta résistance physique naturelle. Donc tu subis 10 de dégâts. Casca, de ton côté, tu vois l'homme à qui tu viens de détruire le bouclier, qui prend du coup son épée longue à 2 mains, et qui essaie de te charger en te mettant un coup d'estoc. Est-ce que tu peux me faire ton jet de dextérité, s'il te plaît? Tu profites de la blessure que tu lui as déjà infligée et de la rage qui commence à monter en toi. Tu esquives son coup. Les adversaires ont terminé leur tour, c'est à vous de jouer. Casca, l'homme retire son épée du coup qu'il vient de mettre. C'est à toi de jouer. Vous reprenez tous 5 PV. Merci. Alors, je vais juste le frapper un coup simple, mais vraiment, j'y mets toute ma force et tout mon amour. Parce qu'en plus, j'ai vu que le mage que je voulais me taper, là, qui m'a brûlé, il a déjà été tué. Ça, franchement, ça me fout en rogne, quoi. C'était mon mage, à moi de le buter. Donc, tu prépares un coup relativement puissant de toutes tes forces. Et tu profites de la position de l'homme qui a essayé plus ou moins le tout pour le tout en voyant ses différents camarades tomber au fur et à mesure et comprenant qu'il n'avait plus l'avantage. Tu le touches. Si tu peux me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. 44. Donc, tu abats lourdement ton espadon en profitant maximum de l'effet de la gravité et de ta puissance. L'homme qui était légèrement penché pour essayer d'atteindre ton ventre, au moment où il se relève, en fait, se retrouve face à cette immense lame
et tu le coupes presque en deux. Tu vois l'homme qui s'écroule, mort sans aucun doute. Zéphyr, c'est à toi. Donc tu as vu cet homme effectivement mettre un coup dans le dos de Melba. Tu vois qu'elle s'en sort plutôt bien grâce au sort qu'elle a lancé, mais pas indemne. Je continue mon tir triple et j'essaie de le dégommer. Vas-y, fais-moi ton jet pour la compétence. 30. 30, ça passe. Eh bien, fais-moi tes 3 jets de dextérité, s'il te plaît. Pas. Ensuite, Donc, ta première et ta dernière flèche touchent. Celle du milieu vient se planter dans un des tonneaux à côté. Donc Ouais. tu peux me faire 2 jets de dégâts, s'il te plaît. Donc, au vu des dégâts que tu fais, Melba, tu vois Zéphyr qui bande son arc, qui vise J'ai dans peur. ta direction. Tu vois 3 flèches être décochées, t'en vois notamment une qui vient se planter à quelques dizaines de centimètres à côté de toi, dans un des tonneaux. Et tu entends les 2 autres, un bruit mat, légèrement au-dessus de ta tête, lourd. Et quand tu tournes le regard, tu vois l'homme qui vient de te frapper, avec 2 flèches dans le torse, légèrement surpris et paralysé par la surprise surtout, et qui essaye, tu le vois essayer de relever son épée, mais qui, in fine, s'écroule Ah. sous les dégâts des 2 flèches. donc, du coup, je finis mon tour en refaisant le chemin à faire pour reprendre mes flèches et faire un petit mot à Melba. Parfaite ta bulle. Vous avez gagné le combat, les combattants sont morts, l'homme qui était ici, qui a pris le coup du plat de l'espadon de Casca, est toujours au sol, se tient le flanc. Casca, tu te doutes que tu lui as brisé à minima quelques côtes. Donc, maintenant que vous avez gagné ce combat, vous avez le temps de regarder un petit peu plus ce qui se trouve dans cette pièce. Et vous remarquez différentes choses dans cet entrepôt. À côté de cette porte ici, vous remarquez une sorte de petit boîtier qui semble alimenté par une petite gemme arcanique et duquel partent, qui fait tout le tour en fait de la pièce, des sortes de fils qui sont fixés au mur. Moi, je vais fouiller Le celui-là. mage d'eau, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants sur lui. Tu vois qu'il porte une armure de tissu. Ce que tu remarques surtout, toi qui es mage, qui connais un petit peu tout ce qu'il y a autour, c'est l'emblème qu'il y a sur cette armure de tissu. Tu remarques l'emblème des monarques. Ah. Donc, Oh bon, ça. pour information, les monarques, dans le royaume de Dossard notamment, c'est là où ils sont le plus influents, le plus actifs, c'est une mafia. Un groupe composé quasiment exclusivement de mages et d'érudits, et qui verse dans la recherche, dans le marché noir, tout ce qui peut leur permettre de faire un peu de bénéfices, mais ils axent beaucoup ça autour des arcanes. C'est notamment certains des plus grands fournisseurs de pierres arcaniques dans le monde, pour peu qu'on veuille traiter avec eux. Donc, vous faites un petit peu le tour de ce stock. Et est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? 35. Bref. Donc, principalement Melba et Solange, surtout. Vous remarquez, toutes les deux, que ici, et sur l'homme, il y a des documents. Les premiers papiers que vous voyez sur le bureau, ça a l'air d'être un état des stocks et des comptes. Bien. Cassia, tu veux discuter avec le monsieur, donc tu vois qu'il est toujours au sol, il relève un peu la tête, tu vois qu'il se tient le flanc, il regarde qui s'approche, et tu vois qu'il voit que c'est vous, il comprend relativement vite que ses camarades ont perdu le combat, surtout en voyant les 2 proches ici, dont un dont la tête est loin du reste du corps, et tu le vois un regard encore plus terrifié que quand tu l'avais chargé. Érudit administratif, je me bats pas, s'il vous plaît. Alors, je le chope par le col, là, tu vois, comme ça. Tu l'entends gémir de douleur en même temps que tu le relèves. Je peux peut-être le soigner, j'ai des plantes. Par contre, je sais pas ce qu'elles font. T'es qui et qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est ça. Vous savez même pas qui vous en prenez quand vous attaquez ça. tu sens qu'il étouffe plus ou moins un rire nerveux, surtout parce que ça lui fait mal. C'est un stock. Un stock du marché noir ici.
je fais partie des monarques. Tu vois, qui te montre l'emblème qu'il a sur le torse. Je suis un simple administratif, plus ou moins l'apprenti en termes de rang. On m'a demandé de... J'ai des connaissances en comptabilité et logistique, on m'a demandé de m'occuper de ce qui rentre et sort ici. Il est connu que les monarques, notre influence principale, c'est Dossard. Donc, et pourquoi ici en particulier? Une vieille forteresse oubliée de tous. Un peu de technologie d'eau, mais on en fait facilement une cache pour un marché noir. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je peux tester des trucs. À ces mots, Melba, et quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il écarquille les yeux. Il fait, si vous promettez de me rien de faire, je peux vous donner un document qui va vous intéresser. S'il faut le prendre sur votre corps, ça change rien. Hein. Et là, pour le coup, il sourit, il dit... sauf s'il n'est pas sur mon corps. Parce que j'aimerais m'interposer et faire à Melba... Mais attends, excuse-moi, Melba, est-ce qu'on peut éviter de le tuer aussi rapidement? Alors, j'ai fait un jet de mon côté pour savoir si je lui faisais bouffer les plantes. J'ai fait un échec critique. Ok, bah du coup, je t'arrête. Du coup, je commence à sortir les plantes et le mortier de mon sac. Donc Zéphyr, tu vois Melba qui s'assoit, qui sort ses plantes, son mortier, et qui commence à préparer un truc. Tu sais pertinemment que même elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'aimerais proposer un truc. Déjà, je lui fais un peu gentiment, je fais un peu le gentil flic. Bon, comment vous appelez finalement Est-ce que c'est vous êtes là pour l'argent finalement ou c'est par conviction? Je m'appelle Lark. J'ai rejoint les monarques par intérêt, pour le savoir. Et on m'a donné ordre de venir gérer cet endroit. Une fois dans les érudits, à peu de choses près, c'est comme si j'avais rejoint une sorte d'armée. J'ai pas le choix si je veux progresser dans les rangs. Est-ce que tu veux survivre d'un côté? Oui, Entre chez eux et la survie, tu préfères la survie? C'est ça. Moi, j'aimerais te proposer, avec l'avis de mes compagnons, de toute façon, c'est soit tes morts, je pense. Si, voilà, après, tu fais le choix que tu veux. L'un n'empêche pas l'autre. Non, non. Tu vois l'homme qui grimace et qui dit, de toute façon, proposer, ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix. Exactement. J'aimerais que tu viennes avec nous et que tu nous permettes, sous notre compte, de vendre et de proposer tout ce qu'on a derrière nous. T'as pas vu provisions et tout, et j'ai cru avoir compris qu'on a les carnets de provisions à côté de nous. Et en plus de l'information secrète que tu vas nous donner, bien évidemment, parce que si tu la passes en toi, ça veut dire qu'il faudra distorquer quelque part. Mais vous avez la logistique pour transporter tout ça? Y a qu'à faire. Pensez bien qu'ils vont renvoyer du monde en voyant qu'ils n'ont pas de nouvelles ici. Ah, bien vu. Et comme on a une petite charrette, tu nous dis qu'est-ce qui est plus rentable à ramener. Si vous voulez. Si vous promettez de ne pas me tuer, et je vous montre où j'ai caché le document. Ça me va. En tout cas, moi, je te le promets. Après... Je finis de réduire les herbes en poudre et puis je les mets dans un petit sachet. Pour le coup, comme elles n'étaient pas encore tout à fait sèches, on est plus sur une sorte de pâte qu'autre chose. Tu as une pâte d'herbe broyée dont tu ne connais pas les effets. Il n'y a pas de souci. Tu vois l'homme Zéphyr qui essaye de se relever tant bien que mal. Il t'indique, tu vois, il te dit par là. Tu vois qu'il te pointe le mur à gauche du bureau. Tu vois qu'en fait il te demande de l'aider à s'approcher de l'endroit. Vous voyez qu'il tend la main, effectivement vous pouvez faire un jet de détection arcanique, parce que clairement, enfin du moins pour ceux qui en ont un, parce que clairement vous le sentez, il utilise un arcane. Ça vous coûte un point de fatigue, par contre. Sauf toi Casca qui n'a pas d'arcane et tu te demandes bien qu'est-ce qu'il peut foutre à tendre la main sur un mur. Les autres vous ressentez tous l'arcane d'illusion. Melba, toi tu comprends un petit peu ce qu'il fait, alors c'est pas un arcane avec lequel tu es familier, donc t'as du mal à analyser, mais à peu de choses près, tu comprends qu'il fait disparaître en fait une illusion du mur, et vous voyez que ça fait disparaître en fait une des pierres, et que derrière se trouve un document, une lettre. Donc, voici ce que tu lis. Tu vois, il n'y a pas de signature, par contre tu vois un sceau qui a été brisé pour l'ouvrir. Un sceau que pour le coup, tu ne reconnais pas. Comprenez que je prends énormément de risques en décidant de traiter avec vous.
Vous trouverez la première moitié du paiement là où vous me l'avez demandé. En bas de cette dernière, mon sceau officiel, comme demandé. Je ne saurais que vous enjoindre de détruire cette missive après réception. Si elle devait tomber entre de mauvaises mains, les conséquences seraient terribles et vous perdriez beaucoup d'argent, car si cette première commande se déroule comme il faut, je compte pérenniser notre partenariat. Du coup, je demande à l'Arc s'il peut nous donner plus d'éclaircissements sur cette lettre. Je ne sais pas grand-chose, je ne gérais que les stocks ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le sceau utilisé pour cacheter la lettre, c'est celui de l'intendant du royaume. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas la statistique. Je vois pas. 97. Melba et Casca, vous êtes trop occupés à vous dire mince, on n'a pas pu le torturer. On va le tuer. En revanche, Zéphyr et Solange, vous entendez des pas lourds qui descendent et qui s'approchent de la porte par laquelle vous êtes rentrés. Bah, ça dépend, pas lourd, il y a qu'un seul pas lourd. Il n'y a qu'un seul pas lourd. Moi, Position combat. ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre là, tu vois, à côté de la porte. Ouais. Comme ça, quand il entre, je me colle le plus possible à la paroi, tout en essayant d'être un peu discrète, avec l'espadon comme ça. Et quand il rentre, tu vois, je le laisse rentrer et ensuite je l'agresse tout de suite. Quoi. Ouais, moi je me mets derrière les poteaux, les tonneaux pour lui décocher une flèche. Solange, tu te caches derrière les sacs, c'est ça, les sacs de grains? Ouais, je vais essayer de jauger la personne avant de foncer dans le tas. Moi, avec mon courage, je me planque derrière les cadavres, là. Les pas s'approchent. Vous voyez qu'il franchit la porte. Une silhouette imposante dans une grosse armure couleur noire, avec un casque qui semble être un casque de modèle basique. Vous voyez qu'il a une épée longue à la ceinture, pas d'emblème. Et pardon, sur le casque, il y a une paire de cornes. Melba, au coup d'œil, parce que tu es naine, tu as l'habitude, c'est une armure d'excellente facture. L'homme passe la porte. Qu'est-ce que vous faites? Ok, bah je fous mon espadon en dessous et je lui dis technique, toi. L'homme passe, tu lui mets la lame sous la gorge. Tu vois qu'il tourne la tête en te regardant. Vous n'êtes pas des monarques, vous. Oh. Non, et toi t'es qui? On me nomme Cormor. Melba, à l'évocation du nom, l'arc derrière toi a entendu aussi. Et tu le vois encore plus terrifié que quand tu le menaçais de lui faire bouffer n'importe quoi. Casca, tu vois que simplement, tu vois, il lève les mains, il enlève son casque. Tu vois qu'il te regarde et il fait baisse ça, tu vas te couper. Non mais, je crois que t'es beaucoup trop à l'aise là. Tu vois que c'est un homme aux cheveux noirs, les traits durs, une coupe militaire, cheveux très courts. Tu vois son visage qui est marqué par les combats et par la guerre. Beaucoup de cicatrices. Il fait, en termes de gabarit, il fait un bon 1m90, c'est une belle armoire à glace. À ce que tu lui dis, il te répond simplement « J'étais venu m'occuper des monarques. Visiblement, vous l'avez déjà fait. J'imagine que c'est vous qui avez accepté de débarrasser la région du camp de bandits et d'aider les érudits. Oui, c'est nous. J'étais de passage à Lyra en me rendant à la capitale. Et quand j'ai demandé un peu ce qui se passait, on m'a parlé de votre groupe. Comme quoi vous vous occupiez déjà de certains problèmes. Si nous pouvions discuter de manière civilisée, là tu vois qu'il tourne la tête avec un regard légèrement insistant vers toi. J'ai peut-être un travail à vous proposer. Ça paye bien ou pas? En haut de mes tonneaux. Il lève le regard, toujours cet air très sérieux, il dit... Ça peut. À minima, je peux vous garantir que vous n'aurez pas trop de problèmes avec les monarques pour avoir attaqué l'un de leurs stocks. Et moi, du fond, c'est... Vous bossez pour qui, au fait? Pour le monde. Pour personne. Moi Oui, et bon, les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler œuvront pour essayer de limiter les guerres dans ce monde. Tu vois, t'as baissé ton épée, tu vois que, du coup, il s'avance dans la pièce. Bien. Tu vois qu'il regarde un peu l'état, ce qui s'est passé, hein, l'état des corps de vos adversaires, votre état à vous. Oui, qui acquiesce un petit peu, il fait, bon, au moins vous avez l'air de savoir vous débrouiller.
Donc, comme je vous l'ai dit, mon objectif est d'essayer d'éviter les guerres un peu dans le monde, et vous n'êtes pas sans savoir qu'une est en préparation dans la région. La guerre économique que se mène le Mondoniar et Filtirar est sur le point de déraper en guerre totale. Parce que cela arrange bien certains, qui pourraient s'en mettre plein les poches en restant bien à l'abri. En revanche, soldats comme peuple, des deux côtés, ça serait l'hécatombe. Et l'empire de Pharem, qui attend la moindre occasion pour essayer de s'agrandir, ne saurait que profiter du fait que deux des plus grandes puissances se battent pour essayer de s'étendre elles-mêmes. Je n'ai pas beaucoup de temps et que peu de contacts dans la région immédiatement. Alors je me suis dit, en entendant parler de vous et du genre de mission que vous acceptez, que vous pourriez peut-être m'aider. J'ai besoin que vous éliminiez certaines personnes qui œuvrent dans l'ombre pour faire dégénérer cette guerre, pendant que je vais gagner du temps sur la ligne de front. Dans l'idée, il y a certains monarques, ceux qui gèrent une partie du marché noir, qui sont alliés avec l'une des factions nobles de ce royaume, qui font en sorte de déstabiliser la région, et les routes commerciales, le peu qu'il reste entre les deux royaumes. J'ai besoin que vous éliminiez ces gens. Une fois que vous avez éliminé les mains de l'ombre, la diplomatie pourra reprendre correctement. Et les preuves que vous collecterez sur place nous aideront à faire tomber la faction de nobles qui fait tout pour faire éclater cette guerre. En entendant ce discours, en voyant l'administratif monarque Lark, qui est terrifié, le nom de Cormor vous rappelle quelque chose. S'il s'agit bien de cette personne, en tout cas, c'est presque une légende vivante. C'est un homme qui est connu pour faire peur à certains rois, à certains dirigeants. Il est connu pour être un excellent guerrier. On lui raconte des faits d'armes. Vous ne sauriez pas dire si c'est la vérité ou pas, tellement ils sont extraordinaires des fois. Mais une chose est sûre, c'est que quand Cormor, cette personne, pour peu que ce soit lui que vous ayez en face de vous, va faire jouer son influence sur certains nobles, sur certains royaumes, il n'est jamais, rejeté comme un vulgaire paysan. Les nobles auront à minima la décence de faire semblant de l'écouter le temps qu'il s'en aille, de peur de ce qui va leur arriver s'il l'envoie paître. Vous voyez qu'il continue, en voyant qu'il a votre attention, il dit « Bien évidemment, je conçois que vous ne travaillerez pas gratuitement. Ça dit, si vous le voulez, j'ai quelque chose à vous proposer en récompense. Déjà, un peu de matériel pour améliorer ce que vous portez. Et disons, vous voyez qu'il regarde un peu le stock autour. Il dit, je peux m'arranger pour qu'un ami à moi vende ce qui se trouve dans cet endroit et que les bénéfices vous reviennent. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'arc. C'est accepté. Tu sais, je me retourne vers l'arc. Je crois qu'on va se débarrasser de toi bientôt. En t'entendant dire ça, Cormor dit non, laissez-le moi. Je me chargerai de l'interroger. Et est-ce que vous avez le temps de trouver des documents ? Oui, et justement, c'est le jeune Lark qui nous l'a sagement donné finalement et a indiqué une lettre qui pourrait être quelque peu compromettante. Donc on peut vous la laisser avec contre tout ce que vous nous avez proposé et évidemment la quête que vous nous Parfait. proposez parce qu'elle nous semble très intéressante. En tout cas, si le groupe est d'accord avec nous. C'est tuer et de l'argent, ça me semble plutôt bon dans nos cordes. Il s'approche de toi, Zéphyr, il tend la main, je peux voir le document ? Oui, bien sûr, je le montre. Il prend la lettre, il la lit rapidement, tu vois qu'il la referme pour regarder le sceau, il fait Bien. Tu vois que la faction que nous chassons n'est pas la seule à l'œuvre. Voici... Tu vois qu'il pousse un peu les documents qui sont au niveau du bureau, et il sort une carte. Vous voyez qu'il a indiqué sur cette carte 3 endroits. Il dit, le premier monarque que vous devrez éliminer habite en ville. Il habite à Filtirar. Il y mène quelques menues tâches administratives, se pensant à l'abri derrière les murs de la cité. Prévenez le capitaine de la garde de la porte sud quand vous déciderez de vous en prendre à lui. Il s'arrangera pour que la garde de la cité ne vous embête pas. Demandez à parler au capitaine parce que vous avez des informations. Il pose sur la table, il pose une chevalière. Prenez cette chevalière, elle vous permettra de rentrer en contact avec moi si besoin. Et le capitaine reconnaîtra
cet objet. Il s'agit simplement d'une partie de la garde qui sait qui je suis, pourquoi j'œuvre. Et comme j'ai l'appui du général Karlak, je me suis arrangé avec cette personne qui est en charge de la garde dans cette zone, tout simplement. Tout document que vous trouverez là-bas, conservez-les et remettez-les-moi quand nous nous reverrons. Pour ce qui est du matériel, des objets de valeur, ce genre de choses, vous pouvez tout garder pour vous. Il ne sera sûrement pas seul. Il aura quelques gardes à minima. Votre deuxième cible est dans la forêt, au nord-est de Filtirar. Vous voyez qu'il vous pointe du coup la petite croix sur la carte. Vous voyez qu'il y a des coordonnées, donc vous devriez trouver assez facilement. Il s'agit d'un complexe clandestin, tenu par cette faction de Malark. Je n'ai que peu d'informations dessus, mais il semblerait que ça soit un laboratoire dans lequel il s'adonne à des expériences arcaniques. Il y a à l'intérieur sûrement quelques administratifs de l'acabit de celui-ci. Vous voyez qui pointe l'arc qui est dans le coin de la pièce. Sûrement des gardes. Mais surtout, votre cible. Vous verrez, à chaque fois, ce sont des mages un peu plus haut placés au sein des monarques. Ce sont des combattants. Là où les administratifs, comme celui que vous avez trouvé ici, ne se battront pas. Au pire, ils fuiront ou iront se réfugier dans un coin pour pas se faire massacrer. Et enfin, un peu plus au nord de la cité, dans les faubourgs extérieurs, se trouve une petite villa avec votre dernière cible. Attaquez-le en dernier, notamment parce qu'il est un peu plus puissant que les autres et parce que, avec les premières attaques qui auront eu lieu, il aura sûrement le réflexe de renforcer un peu la garde d'autres endroits sous leurs influences, au détriment de sa propre garde à lui. Les monarques ont souvent un excès de confiance. Nous allons essayer d'en tirer parti. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Moi, je Bien. prends la chevalière. Tu prends la chevalière, tu la mets. Et tu vois, il te voit la prendre, il te dit « Concentrez-vous simplement sur la chevalière quand vous voudrez me contacter et pensez ce que vous avez à me dire. Je pourrai vous répondre. » Oui, c'est assez répandu quand on a besoin de communiquer à longue distance. Bien, pour ce qui est du matériel. Tu vois qu'il se tourne vers les râteliers, tout ça, il dit « Il y en a un petit peu ici, mais j'ai possiblement un peu mieux à vous fournir. » Là, vous voyez qu'il tend la main sur le côté et qu'il ouvre une sorte de faille de l'invocateur. Chez ceux qui maîtrisent l'arcane d'invocation, c'est une sorte de poche dimensionnelle dans laquelle on peut stocker toutes sortes de choses. Et vous voyez qu'il vous observe un par un, et au fur et à mesure qu'il vous a toisé du regard, qu'il vous a un petit peu analysé, il sort du matériel. Cascade, tu es la plus proche de lui, tu viens de prendre la chevalière, et tu vois qu'il te sort et qu'il te donne une armure et un espadon. L'armure qu'il te fournit, c'est donc une armure de berserk, qui fait 10, 12, 10, 10, donc 10 de résistance physique à la tête, 12 au torse, 10 aux jambes et 10 aux bras. Elle te permet d'absorber 50% des dégâts physiques subis par un membre du groupe s'il se trouve à 10 mètres ou moins de ta position. Et ces dégâts sont réduits de 25% avant d'être subis par toi-même. Par contre, les dégâts qui restent suite à cette réduction ne sont réduits ni par l'armure, ne sont pas réduits par l'armure, mais par contre peuvent être réduits par ta résistance physique naturelle. Elle te fait plus 5 de constitution et plus 5 de résistance physique. Quant à l'espadon, c'est un espadon, tu vois qu'il est... l'armure également d'ailleurs, tu vois que ce sont un espadon et une armure en acier noir. Donc c'est de l'acier un peu similaire à ton équipement actuel, sauf que tu sais que pour la forge, est utilisé un petit peu de poudre de granit noir pour renforcer l'alliage. Donc l'espadon fait lui 2d20 de dégâts plus ta force. Et quand tu es sous l'effet de rage de berserk, à chaque fois que tu touches une cible, qu'elle soit alliée ou ennemie, tu récupères 2 PV. Sachant du coup que si tu repasses au-dessus des 50% de PV, tu sors de ton état rage du berserk. Ensuite, c'est Zéphyr. Zéphyr, c'est pareil, il te regarde, il t'étudie un petit peu, et il sort également une armure et un arc long. L'armure, donc c'est une armure d'archer. Tu vois que c'est dans un cuir légèrement différent de celui que tu as. C'est une armure qui fait 6, 8, 6, 6. Donc 6 à la tête, 8 au torse, 6 et 6 bras et jambes.
qui te permet une fois par combat de te dissimuler complètement pendant 3 tours. Et en faisant cela, ta prochaine attaque révélera ta position, mais ça sera forcément un coup critique. Sachant qu'au moment où tu te dissimules également, tu perds toute l'aggro que tu as sur toi. En revanche, attention, si un mage ou un ennemi fait une AOE et que tu te trouves dans cette AOE, ça révélera ta position et ça t'empêchera pas de prendre les dégâts. Elle te fait plus 5 de dextérité et plus 5 de fatigue. Pour ce qui est de l'arc, donc, c'est pareil, tu ne saurais pas vraiment reconnaître le bois, tu vois qu'il est plutôt bien travaillé, qu'il semble plus résistant que le tien, sans pour autant pouvoir être capable de reconnaître l'essence. Il fait 2d20 plus ta dextérité en dégâts. Et il te permet d'imprégner les flèches de ton carquois d'un arcane que tu possèdes. Dans la pratique, en fait, tu vas prendre un tour pour infuser ta puissance arcanique dans ton arc. Le résultat, c'est que les dégâts que tu vas faire, quand tu vas faire des dégâts, seront à la fois physiques et arcaniques. Ça va les doubler, sauf que le deuxième type de dégâts sera du type de ton arcane. Ensuite, il se tourne vers toi, Solange. Pareil, t'étudies un petit peu. Tu vois qu'il sourit et fait « Sabreuse ». Pareil, il te sort une armure de cuir, qui est une 6-8-6-6, même valeur d'armure que pour Zéphyr, qui, 3 fois par combat, te permet de relancer une esquive que tu as ratée. Et elle te fait plus 5 de maniabilité, plus 5 de fatigue. Et pareil, il te sort un sabre. Donc, tu vois un sabre en acier noir aussi. Tu vois une garde particulièrement travaillée dans... Tu sais, avec la garde avec des nœuds tissus pour faire le tour de la garde et du pommeau, qui semble être dans des tissus relativement luxueux et de bonne qualité. Il fait 2d20 de dégâts plus ta maniabilité, et il te donne plus 5% de chance au coup critique. Ce qui veut dire que maintenant, pour faire un coup critique, il faut que tu fasses 6 ou moins. Et enfin, il se tourne vers toi, Melba. Oui, toujours l'année dernière. Hein. Donc, il te voit râler un petit peu comme ça. Tu vois qu'il esquisse un sourire et... Il est nain. Bien. Oui, mais encore. Il sort une armure de mage de sa faille de l'invocateur. Plus précisément, une armure de mage d'eau. Donc, c'est une 3-4-3-3. Et elle donne un bonus aux effets de tes sorts d'eau de 50%. Donc, c'est-à-dire que ça soit les dégâts, les protections, les soins, ils feront 50% de plus d'effets. Plus 5 de fatigue et plus 5 d'intelligence. Et enfin, il sort un bâton dans un bois un peu travaillé et tu remarques que le bois semble avoir des petites branches avec des petites feuilles vertes à sa tête, comme si le bois n'était pas mort. Et donc, c'est un bâton qui fait... Alors, si tu frappes avec 2d4 plus ta force de dégâts, et qui a comme effet passif que tant que tu as une compétence de l'arcane d'eau qui est active, tous les alliés à moins de 10 mètres de toi récupèrent 2 PV à leur tour, s'il leur en manque. Vous regardez et vous dites, est-ce que vous avez des questions ? Et de manière sonnante et trébuchante, de comment serait la récompense ? Comme je vous l'ai dit, je vais m'arranger pour qu'un ami à moi vende tout ce stock et vous fasse parvenir le résultat de la vente. Une fois votre mission réussie, normalement je n'aurai plus besoin d'être au niveau de la ligne de front avec le général Karelak pour gagner du temps et empêcher cette bataille. Donc nous conviendrons d'un rendez-vous, et où je vous remettrai la somme promise, et pourquoi pas un bonus en fonction de vos résultats, et de ce que vous pourrez me confier en document. Si tout est clair pour vous, je ne m'attarderai pas plus longtemps. Nous restons en contact. Vous voyez qu'il remet son casque et repart de là où il est venu. Et vous voyez qu'il s'arrête un moment et qu'il attrape l'arc, il le fout sur son épaule et il part avec. Solange, tu prends le temps de contacter les érudits. Ouais. Tu reconnais la voix de l'humain qui te répond, qui te dit oui, Solange, c'est ça? Oui, allô, bonjour. C'est pour... Commander une pizza. J'ai une livraison pour vous. Oui, la mission a été menée à bien, vous pouvez venir. Très bien. Eh bien,
Je réveille mes camarades et nous serons là d'ici 1 ou 2 heures. Donc il t'a fallu que quelques minutes pour contacter les sécurités. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, parce qu'au final, on est rentré que dans une salle, mais j'aimerais bien Et faire après, un je peu le propose. tour. Ce que tu remarques, c'est que les portes des cellules, parce que vous étiez dans ce qui était les cellules de la forteresse, les portes des cellules en fait ne sont pas là. Elles ont été démontées, alors tu sais pas trop pourquoi. Et tu remarques que dans certaines cellules, il y a des inscriptions, Ah oui, oui. comme tu avais trouvé plus haut. Sauf que tu t'en es pas occupé en passant dans les cellules, Oui. puisque vous aviez été repéré. Eh bien, je vais les lire. Donc, exactement, tu en vois 2 qui sortent un peu du lot et qui racontent des choses que tu n'as pas vues encore. La première dit « Nous avons été repoussés jusque dans les geôles de la forteresse. Nous avons barricadé les entrées et une fois de plus, la Légion a arrêté son assaut alors que leur victoire était quasi certaine. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. L'un de nos blessés, qui a réussi à revenir un peu après, nous a raconté que Éléor lui-même serait arrivé sur le champ de bataille. Ce que tu sais, HRP Éléor, c'est pareil, c'est un nom de légende. Il est réputé comme étant le mage le plus puissant ayant existé de toute l'histoire de Sidoris. Il était, à l'époque d'Ortalis, il était premier juge d'Ortalis. C'était un statut qu'il y avait sous l'époque de cette ville, sous cet empire. Grosso modo, il prenait les décisions de justice, les lois en partie, et était l'un des interlocuteurs privilégiés du roi. Il dirigeait son propre corps d'armée. Il a été réputé pour être le mage le plus puissant qui ait jamais existé, pouvant à lui seul détruire certaines armées. L'autre marque que tu trouves, voici ce qu'elle raconte. Le général Kerlak est sorti il y a quelques heures pour négocier avec Éléor. C'est ce dernier qui a envoyé un messager pour proposer une discussion. Nous ne savons pas ce qu'ils se disent, mais le peu que nous sommes qui reste, espérons que nous ne serons pas sacrifiés pour rien. Je pense que nous avons largement montré à Ortalis notre résolution. Notre défaite était courue d'avance. J'espère qu'il n'y aura pas plus de morts inutiles. Et tu vois, tout de suite après la même écriture, après 4 heures, le général Kerlak vient de revenir. Il nous a annoncé qu'il a négocié notre reddition. Nous allons déposer les armes, et Éléor s'est engagé à ce qu'aucun mal ne soit fait ni à nous, ni à nos blessés. Nous rejoindrons la cité, et, comme convenu initialement, Filtirar se soumettra à Ortalis, car nous n'avons plus de défenseurs. Au total, dans toute la forteresse, sur toutes les différentes gravures que tu as trouvé 20 ou 30 écritures différentes, tout compris. Donc, vous patientez 2 heures à peu près. Donc, vous en profitez pour vous restaurer un petit peu avec les provisions qu'il y a dans le stock, pour vous soigner aussi. Donc, vous pouvez vous remettre full vie, full fatigue. Vous entendez d'abord des battements d'ailes au-dessus de la cour de la forteresse. Et vous voyez 2 créatures descendre dans la cour. La première, un roc de feu. Donc c'est une sorte d'oiseau géant parcouru de flammes, monté par l'érudit humain que vous avez rencontré. À côté, vous voyez, donc chevauché par les 2 autres, un périton. Donc c'est une sorte de cerf avec des ailes, peu de choses près. Donc vous les voyez atterrir dans la cour. Ils s'approchent de vous, ils vous saluent. Messieurs, dames, bien le bonjour. Casca, il regarde le tas de cadavres qu'il y a dans la cour. Je vois que vous n'avez pas chômé. Cormor nous a touché 2 mots avant de vous rejoindre et nous a recontacté quand il est quelques temps après vous. Nous nous assurons que le contenu du stock que vous avez trouvé sous cette forteresse soit confié à la personne qu'il nous a indiqué. Et voici la récompense promise. Et vous voyez qu'il vous sort un sac de pièces d'or, tout simplement, qu'il va ramasser sur l'une des sacoches de la selle du périton.
Et donc vous voyez qu'ils se retournent vers leur monture et qu'ils commencent à sortir du matériel des différentes sacoches qui sont attachées dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Solange et Zéphyr, donc vous partez sur le dos du Pégase pour aller récupérer le cheval. Donc vous faites un petit tour de reconnaissance quand même au-dessus du camp de bandits que vous avez abandonné. Vous ne voyez pas plus d'activité que quand vous l'avez quitté. Et Zéphyr, tu retrouves ton cheval dans la tente où tu l'as laissé. Et donc vous retournez jusqu'à la forteresse. Oui. Vous vous reposez tous quelques heures, ça vous fait du bien, mine de rien, parce que vous venez d'enchaîner 2 combats relativement intenses. Vous vous réveillez à peu près sur les coups de midi. Qu'est-ce que vous faites? Après la récompense du tavernier, vous pouvez toujours retourner la chercher plus tard. Ouais. Ouais, mais c'est 300 PO quand même. Ouais, mais t'inquiète pas, je lui donne un petit coup comme ça dans le dos. Je lui dis t'inquiète pas, tu les reverras, tes 300 PO. En parlant de 300 PO, faut qu'on aille dans une banque. Eh ben, file tirard. Effectivement, à Lyra, il n'y a pas d'antenne de la Banque des Nains, là où tu vas en trouver une à Filtirar. L'établissement appelé la Banque des Nains dans Sidoris, donc présente dans tous les royaumes de tous les continents, va stocker votre argent. Il n'y a pas forcément cette notion de dépôt avec des intérêts à la Banque des Nains. Vous vous mettez en route pour Filtirar. Vous arrivez à l'orée de la forêt. Vous croisez les bandits que vous avez vus partir dans l'autre sens. Sauf qu'ils se sont fait massacrer. À première vue, vous reconnaissez des blessures qui semblent similaires à celles qu'inflige Casca. Des coups d'espadon, des coups très lourds. Ils sont tombés sur Ah. Cormont. C'est Cormont. Vous en voyez un qui est en armure de plate, mais l'armure de plate, elle est pliée vers l'intérieur. Ils sont une dizaine. Leur matériel est pas de très bonne qualité, ça vaut pas franchement le coup de l'embarquer. Et pour la moitié de ce matériel-là, il est de toute façon inutilisable. Vous finissez par arriver à l'entrée sud de Filtirar. Vous arrivez par l'entrée sud, ici. Vous savez que au niveau des grandes rues principales des différentes entrées, il y a en général commerce et taverne. Sur les places principales au centre des villes également, et c'est généralement là aussi que vous trouverez la Banque des Nains. Et après, le reste, c'est à vous de le découvrir. Pour information, l'endroit de votre cible que vous a pointé Cormor est juste en dessous de la place des jugements, dans une petite rue adjacente au sud. Donc, vous faites un petit peu la queue. Vous voyez que les gardes prennent la peine de contrôler un petit peu les gens qui rentrent et qui sortent. Vient votre tour, et vous avez un garde qui vous dit « Bien le bonjour, messieurs, dames. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît, pour le registre des visiteurs. » Le garde relève vos identités et vous dit « Bien. Petit rappel des lois, les principales dans la ville. On ne vole pas. On ne vole. C'est ça. On ne vole pas. Pas d'agression. Ça dit, si on vous agresse, vous voyez qu'il vous regarde. Je vois que vous savez vous défendre. On ne vous reprochera pas de vous défendre. Cela dit, si c'est un ivrogne qui vous met un coup de poing, ne lui mettez pas un coup d'espadon. Pas de meurtre. On n'insulte pas la noblesse. Cela peut être puni de cachot, voire suivant le noble. Ça peut être une peine plus grave. Bien évidemment, on n'insulte pas le roi. Voilà pour les règles principales. Vous voyez qu'il vous laisse passer et passe aux personnes qui vous suivent. Vous êtes en début de soirée, l'équivalent de 20h à peu près. Ah, la banque doit être fermée du coup. Merde. Alors la Banque des Nains ferme un peu plus tard. Alors le palais d'où vous êtes, vous le voyez effectivement. C'est un grand palais. Vous voyez des murs blancs, un style d'architecture plutôt axé autrichien. Vous finissez au bout de 10-20 minutes à arriver à la place des vassaux. Vous ne pouvez pas la louper. Sur votre droite, il y a la Banque des Nains. Un bâtiment immense, très luxueux. Vous voyez des grandes colonnes, vous voyez l'inscription de la Banque des Nains qui est d'une écriture dorée. Vous voyez à l'entrée, donc une grande double porte qui est ouverte pour laisser rentrer les gens. Et vous voyez de chaque côté des nains montés dans des golems de bataille, ainsi que 3 gardes nains en armure lourde à côté de ces golems. Vous savez que la Banque des Nains, à peu de choses près, c'est une faction à part dans le monde de Sidoris. Ils sont extrêmement influents, ils traitent avec tout le monde, et si ils décidaient de ne plus traiter avec un pays, économiquement parlant, ça serait la catastrophe.
Quand vous rentrez dans une banque des nains, c'est un peu comme si vous rentriez dans une ambassade. Tout ce qui est à l'intérieur de la banque est hors de la juridiction du royaume. Vous rentrez, vous voyez que vous faites un petit peu toiser, surveillé par les gardes à l'entrée. Et Melba, bah, toi tu as déjà vu ça, tu es originaire du coup du... Ah, moi je suis du comme à la royaume. maison. C'est ça, mais tu sais que même chez les nains dorés, la banque des nains, elle n'est pas assujettie au royaume des nains. Et tu sais que même chez les nains, la réputation de leurs guerriers, de leurs golems et de leur matériel est très très haute. Peu de gens, même parmi les plus puissants du monde, oseraient vraiment s'en prendre ouvertement à la banque des nains. Vous voyez qu'il n'y a plus trop d'activité à cette heure-ci, mais qu'il reste quelques guichets ouverts. Vous voyez que dans la salle où il y a les guichets, il y a encore 4 golems de bataille qui sont en faction. Vous rentrez dans une pièce qui est particulièrement luxueuse, tout est en marbre. Vous voyez que c'est très finement ouvragé. C'est fait pour en mettre plein la vue. Vous voyez un nain d'un certain âge avec un monocle, penché sur des papiers, qui vous voit approcher, qui vous dit « Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» C'est pour un dépôt. Enfin, chacun un dépôt. Je vais avoir besoin de vos identités. Veuillez noter sur ces documents la somme que vous déposez. Vous faites la paperasse rapidement. La Banque des Nains a un système de bons porteurs. Donc vous pouvez signer basiquement en faisant des chèques. Enfin, vous pouvez payer, basiquement en signant des chèques. Vous retournez vers l'avenue des Seigneurs de Guerre et vous trouvez l'une des auberges qui est à Starif, à 15 PO. Vous tombez sur le Sanglier Joyeux. Vous voyez que c'est une auberge qui a l'air un petit peu animée, il y a un petit peu d'ambiance, vous voyez qu'il y a des marchands, des voyageurs. Et que la salle est plutôt relativement grande, vous comptez une quarantaine de tables quand même. Donc, Casca et Melba, vous prenez une chambre commune. Zéphyr et Solange, vous prenez chacun la vôtre. Vous prenez 2 chambres et les 4 repas. Vous voyez qu'il y a un peu d'ambiance dans cette taverne. Est-ce que vous voulez simplement manger, aller vous reposer, ou est-ce que vous voulez prendre le temps, peut-être d'écouter un petit peu, discuter avec des gens? Bref, pour ceux qui veulent écouter ce qui se dit, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Attends, Ah, c'est ça. Je le refais. Solange Moi, et Casca, la fatigue commence à tirer un peu. tout Vous en prêtez pas trop attention à ce qui se passe autour. Zéphyr, tu entends les conversations d'un groupe de gardes qui visiblement vient de finir son service. Et tu entends l'un des gardes dire « J'ai entendu que les bandits avaient essayé de tendre une embuscade aujourd'hui, enfin cette nuit, à un voyageur. Il y a des témoins qui auraient vu une personne seule s'en prendre à 10 bandits d'un coup et leur laisser aucune chance. On va peut-être enfin en être débarrassé. » T'entends l'autre garde qui rigole un petit peu et qui fait... On aurait pu s'en occuper nous, si le trésorier jouait pas de son influence pour pas qu'on s'occupe du petit peuple. Mais bon, pas moi qui vais aller parler contre lui, hein. J'ai une famille à nourrir, je voudrais pas qu'ils s'en prennent à eux. Toi Melba, donc, tu entends ça du coin de l'oreille, Ouais. mais tu entends d'autres choses. Tu entends 2 personnes qui ont l'air d'être habillées un peu comme des érudits, et qui discutent à voix basse. Mais tu tends l'oreille et tu distingues ces disent. T'as entendu? Il paraît qu'on n'a pas reçu la livraison du stock aujourd'hui. Bizarre. J'espère qu'il s'est rien passé. Parce que sinon, le patron va nous mettre une chasse. Hein. Pas comme si on y était pour quelque chose, mais bon. Il va encore dire que c'est la faute de tous les apprentis. Ouais, tu sais, chez nous, les monarques, il vaut mieux que t'apprennes à faire le dos rond. Plus ils montent en grade, plus ils ont la grosse tête. Puis t'imagines bien, c'est lui qu'on a désigné pour organiser tout le réseau parallèle. Donc, ça monte vite à la tête. Hein. Il paraît qu'il a fait renforcer la sécurité dans sa petite maison. C'est pas comme si on craignait grand chose de toute façon ici dans la ville. Je suis pas sûr que 4 gardes ça soit vraiment nécessaire pour un gras de papier. Hein. Enfin, 4 gardes en plus. Puis tu vois qu'il change un peu de sujet aussi. Donc, vous partez vous coucher. Pour le coup, vous avez une bonne nuit de sommeil réparatrice. Ça vous fait du bien, vous dormez dans des vrais lits ou à minima sur un sol à peu près droit, si vous séparez les lits, mais vous vous installez plutôt correctement. Sur ce, je vais mettre fin à la session ici. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, ne serait-ce que pour discuter jeux de rôle ou autre, si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et à dans 2 semaines pour la suite de l'aventure. Ouais.